Bonjour à tous et bienvenue sur Truelle la vie. Aujourd'hui, donc la fameuse vidéo FAQ, je réponds à toutes vos questions, celles que vous m'avez posées. Merci déjà de les avoir posées, vous avez été nombreux 7 fois. Si vous vous demandez pourquoi je dis 7 fois, je vous invite à regarder donc cette vidéo précédente où j'avais fait un flop avec ma FAQ. Donc cette fois, il y a vraiment beaucoup de questions, donc on ne perd pas de temps. Je les ai classées en thèmes, donc on va commencer à pourquoi le Japon, pourquoi l'archéologie. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à l'histoire et à la préhistoire du Japon? Pourquoi partir dans l'archéologie et pourquoi spécifiquement celle de l'Asie? D'où vient cette idée? Pourquoi le Japon? Comment en êtes-vous venu à vous spécialiser dans cette spécialité? Alors, vaste question. Écoutez, moi je viens d'une famille où mes parents aimaient l'histoire, ça les intéressait. Donc quand on était petits, en vacances, en famille, on allait visiter le château machin, on allait visiter le site bidule, le musée truc, etc. Moi j'ai toujours vu mes parents, notamment ma mère, lire des romans historiques. J'en ai lu beaucoup, donc voilà, l'histoire, elle a toujours été présente, enfin cet intérêt pour l'histoire. Quand je suis arrivée en 6e, on faisait pas beaucoup d'histoire en primaire, voire pas du tout. En tout cas, j'ai pas le souvenir. J'avais une institutrice qui était très français, maths. Donc j'arrive en 6e, on a des cours d'histoire, on fait la préhistoire, l'Égypte, etc. C'est génial. Donc je voulais devenir prof d'histoire. Et puis vers 14-15 ans, j'ai découvert qu'il existait un métier qu'on appelait archéologue et qui consistait à ne s'occuper que des périodes anciennes, qui était vraiment ce que je préférais. Donc j'ai décidé de faire des études d'archéologie. Pourquoi le Japon? Eh bien le Japon, un peu comme vous, ou en tout cas beaucoup d'entre vous, je pense, puisque vous êtes là, j'ai été bercée pendant mon enfance et mon adolescence, et puis après bien sûr, par les animés, puis les mangas. Oui, moi c'était le contraire, parce que dans mon enfance, les années 80, voire 90, il n'y avait pas beaucoup de mangas papier, c'était surtout les dessins animés à la télé. Je fais partie de la génération Goldorak. Je vous parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Voilà ma bonne dame, c'est vieux. Et donc je commence mes études d'archéologie, et puis arrivé à l'université, j'ai rencontré des gens qui étaient aussi intéressés par le Japon et l'archéologie, qui avaient pour projet de développer cette discipline, donc on s'est lancé dans l'archéologie du Japon. Voilà. J'ai l'impression que pour pouvoir étudier cette période, il faut aussi être hyper calé dans l'histoire contemporaine, pas contemporaine, préhistoriquement contemporaine de cette tranche préhistorique, de tous les autres pays qui pourraient avoir une influence dessus. Chine, Corée bien sûr, mais même l'Empire romain. À quel point c'est vrai faux cette impression? Alors c'est pas qu'une impression, c'est une obligation. Quand vous travaillez sur un pays actuel, c'est-à-dire avec les frontières modernes et contemporaines, vous devez vous intéresser à ce qui se trouve au-delà de ces frontières, puisque ces frontières n'existaient pas à la préhistoire. Mais c'est valable en fait pas seulement pour cette partie de la proto-histoire, donc la partie contemporaine de la préhistoire, comme c'est si joliment dit, c'est valable pour tout, le Moyen-Âge, l'Antiquité, etc. Puis même l'époque contemporaine, vous pouvez pas étudier l'histoire du Japon contemporain si vous n'étudiez pas l'histoire du monde contemporain en fait. Hein. Donc dans l'Antiquité, ou la préhistoire, la proto-histoire, c'est pareil, l'archipel japonais n'est pas isolé. Donc vous devez, même pour le paléolithique ou la période Jomon, savoir ce qui se passe sur le continent. Et en fonction des périodes, donc effectivement un peu moins pour la période Jomon et beaucoup plus pour les périodes Yayoi et Kofun, vous devez connaître, pas forcément devenir totalement spécialiste, mais vraiment bien connaître la Chine, la Corée au minimum. Mais vous avez toute la zone des steppes du nord, dont je reviendrai dans une prochaine vidéo et dont j'ai parlé avec les Xiongnu. Vous devez savoir ce qui s'y passe parce que ça a forcément des répercussions sur l'archipel japonais. Alors après, l'Empire romain, non, ça fait loin. Simplement, oui, on a trouvé du verre dans des tombes japonaises, du verre originaire de l'Empire romain. J'ai fait une vidéo dessus, je vous y renvoie. Donc là, j'ai pas du tout besoin d'être spécialiste de l'Empire romain pour pouvoir dire qu'il y a du verre, etc. Par contre, il faut faire un petit peu de chimie pour comprendre pourquoi on sait que c'est du verre de l'Empire romain, mais ça, vous irez voir la vidéo. Est-ce que le paléolithique et les dinosaures font partie de ton champ d'études? Les dinosaures, non. Je ne suis pas paléontologue, je suis archéologue, donc je m'occupe des sociétés humaines anciennes. Donc c'est vraiment deux métiers, deux disciplines différentes. Ensuite, le paléolithique pourrait faire partie de mon champ d'études. Moi, je ne l'ai pas étudié.
à part vraiment voilà, à la fac, la culture générale qui va bien quand on est archéologue. Et honnêtement, ça m'intéresse pas trop, donc je risque de pas trop, voire pas du tout en parler sur la chaîne en fait. C'est question de goût, c'est pas mon truc. Quel a été votre parcours universitaire ? Alors mon parcours universitaire, j'ai fait l'école du Louvre, donc qui est plutôt tournée histoire de l'art, donc le premier cycle, et c'est là que je me suis spécialisée dans l'archéologie égyptienne, Égypte antique, donc je suis très très calée sur ce sujet, mais j'en parlerai pas parce qu'il y a d'autres chaînes qui en parlent déjà, donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi aussi le Japon et l'Asie, parce que ça n'a pas été fait. Et ensuite, une fois le premier cycle de l'école du Louvre terminé, je suis allée à l'université, donc Paris 1, Panthéon-Sorbonne, où j'ai fait donc des études d'archéologie, donc licence, donc à l'époque c'est licence, donc aujourd'hui ça serait licence 3, puis maîtrise, donc master 1, DEA, master 2, et donc doctorat. Donc je suis docteur en archéologie. Est-ce que vous avez l'habitude de faire des conférences ou des cours ? Oui, alors depuis le Covid, beaucoup moins. Et puis entre-temps, j'ai habité au Japon, donc ça m'a un peu éloignée de la France. Par contre, avant de partir au Japon, donc avant 2018, oui, j'en faisais régulièrement. Donc j'ai donné des cours à l'INALCO sur l'archéologie du Japon, donc j'étais chargée de cours, j'ai fait ça pendant 4 ans. C'était juste un cours pendant un semestre. D'ailleurs, certains de mes anciens étudiants sont peut-être là, donc bienvenue, ça me fait plaisir. Et puis, j'ai donné pas mal de conférences aussi dans des festivals de culture japonaise, ou pas d'ailleurs, des festivals historiques. Donc ça, j'ai l'habitude de le faire et j'aime bien. J'ai aussi donné, fait des communications dans des colloques internationaux sur ma spécialité. Donc ça, c'est encore autre chose. C'est entre scientifiques, on échange un petit peu nos études, où on en est, nos résultats. Ça nous permet de discuter, c'est très très important, ces rendez-vous. Et puis, je fais aussi des cours régulièrement, donc ça a lieu tous les 2 ans, puisque c'est un cycle sur 2 ans, d'archéologie du Japon au Victoria and Albert Museum de Londres. Avant la pandémie, c'était en présentiel, et maintenant, depuis l'année dernière, c'est... l'année dernière ou cette année d'ailleurs ? Cette année, je crois, je sais plus. Oui, cette année, c'est par vidéo interposée, donc à distance. À quel point est-ce important de parler une ou plusieurs langues asiatiques pour travailler sur votre sujet de spécialité ? Ah c'est essentiel. Voilà. Au moins une. Donc vous travaillez sur le Japon, il faut lire le japonais. Après pour les autres, c'est conseillé aussi de lire les autres, mais bon ça devient un peu compliqué parce que le chinois, le coréen, c'est pas le même alphabet, c'est pas du tout les mêmes langues, c'est 3 langues qui se ressemblent pas ou très peu, même si la grammaire du coréen et du japonais, bon, il y a des choses un peu proches, mais chinois, japonais, c'est pas du tout les mêmes langues. C'est la même écriture, mais pas tout à fait pareil, donc ça fait 3 langues, c'est un peu compliqué. En revanche, au minimum, la langue du pays de votre spécialité, et puis il faut lire l'anglais, nickel aussi, parce qu'il y a beaucoup de ressources en anglais. Pourquoi s'être dirigé vers l'enseignement de l'histoire dans le secondaire, je suppose, et ne pas avoir choisi d'aller plutôt vers l'archéologie préventive ou un enseignement spécialisé comme le japonais ? Vous êtes prof de quoi ? Histoire ou SVT, je suppose, et vous enseignez à quelle classe ? Quel est votre cursus ? Du coup, vous enseignez quelle matière ? Alors, pourquoi je suis professeur ? Donc, je suis professeur d'histoire, géographie, EMC, éducation morale et civique, et lettres, donc français, mais de manière plus large, parce qu'il y a aussi l'éducation artistique en lycée professionnel. Pourquoi pas dans l'archéologie ou quoi que ce soit ? À la base, moi, j'ai fait un doctorat parce que je voulais enseigner, donc à l'université, sauf qu'à l'université, il n'y a pas de place, ou alors que des contrats précaires. Ça fait 10 ans que je suis précaire, j'en ai marre, que j'avais besoin de me stabiliser, et comme je voulais enseigner, voilà. Donc à la base, j'ai laissé tomber au niveau de la recherche et de l'enseignement. Je me suis tournée vers les concours du patrimoine. Vous avez des concours comme conservateur du patrimoine, attaché de conservation du patrimoine en France, qui vous permettent encore de travailler dans l'archéologie. Donc le concours de conservateur du patrimoine, spécialité archéologie, je l'ai eu. J'ai fini 6e, ce qui est plutôt bien, sauf que il y avait 4 places, parce qu'il y a entre 3 et 4 places par an, c'est très très peu. Donc j'étais sur liste complémentaire. La liste complémentaire, ça permet de vous appeler, ça veut dire que vous avez eu le concours, mais vous n'avez pas de poste, et on vous appelle si quelqu'un se désiste, donc on fait monter tout le monde d'un cran. Je suis restée sur liste complémentaire, je l'ai pas eu, et comme il fallait, donc j'ai passé 1 an à ne me consacrer qu'à ça. L'année suivante, il fallait absolument que je travaille parce que j'avais plus de financement, et du coup, en travaillant à temps plein, en étant professeur, j'ai pas pu réviser le concours parce qu'il est trop difficile, donc j'ai laissé tomber parce que j'ai perdu tout le niveau et que je le rattraperai jamais parce que j'ai besoin de manger, en fait, tout simplement.
J'ai passé le concours d'attaché de conservation du patrimoine, donc ça c'est de la fonction publique territoriale, catégorie A, donc les cadres, je l'ai eu 2 fois, j'ai passé 2 fois, je l'ai eu 2 fois. Je suis sur liste d'aptitude, d'ailleurs j'y suis toujours, sauf que dans la fonction publique territoriale, il faut chercher son emploi ensuite, donc ça marche comme dans le privé. Dans le patrimoine et l'archéologie, il y a très peu de postes. Souvent, c'est des contrats précaires, donc il y a de moins en moins, vous avez un concours, mais de plus en plus, ils cherchent des gens, soit, moi je voulais faire la médiation culturelle, donc soit des CDD saisonniers, soit c'est des contrats de 3 ans, des CDD de 3 ans renouvelables. Moi, encore une fois, ça se voit peut-être pas, je ne sais pas, j'ai un certain âge, hein, j'ai plus de 40 ans. Ce que je cherche, c'est la précarité, j'en peux plus, j'en ai marre, j'ai plus 25 ans, je l'acceptais à 25 ans, je l'accepte plus maintenant. Donc je cherchais quelque chose de stable. Donc plan C, comme je veux enseigner encore une fois, eh bien, je me suis tournée vers l'éducation nationale où ils cherchaient du monde. Donc j'ai commencé donc comme contractuel, j'ai fait 1 an et demi comme contractuel. Et puis l'année dernière, comme ça m'a beaucoup plu, j'étais un peu rentrée parce que j'avais vu de la lumière et puis finalement ça m'a bien plu. J'ai passé le concours, donc ce qui s'appelle le CAPLP, certificat d'aptitude au professorat du lycée professionnel. Donc je suis certifiée sur 4 matières, lettres, histoire, géographie, EMC, éducation morale et civique. Et donc j'enseigne en tant que professeur certifié stagiaire, parce qu'il y a 1 an de stage avant d'être titulaire, en lycée professionnel. Voilà. Vos élèves et vos collègues connaissent-ils votre chaîne? Alors j'ai parlé de ma chaîne à la toute fin de l'année dernière à mes collègues, que je ne revois pas pour l'instant parce que j'ai changé de lycée. Pour l'instant, les autres, non, ils ne sont pas au courant. Sur quoi s'étend votre spécialité ou expertise si c'est plus approprié? Histoire, proto-histoire, préhistoire, toute l'Asie, essentiellement la côte est de l'Asie, plus les îles ou autres? Alors ma spécialité, c'est-à-dire celle sur laquelle j'ai fait un doctorat, puisque quand on va jusqu'au grade de docteur, on se spécialise sur quelque chose. J'ai étudié en long, en large et en travers, et j'ai écrit 350 pages dessus pour mon mémoire. Ce sont les pratiques funéraires de la période Yayoi et le début de la période des Kofun, et les influences du continent asiatique, donc Chine-Corée, sur ces pratiques funéraires. En gros, j'étudie la façon dont les gens de cette époque ont enterré leurs morts, les objets qu'il y a dans la tombe, l'architecture de la tombe, et puis les gens, donc les squelettes quand il en reste en tant que tels, leur état sanitaire, donc de quoi ils sont morts, est-ce qu'ils étaient en bonne santé, et éventuellement un peu de génétique, même si c'est pas moi qui fais les études, d'où ils viennent. Et donc, quels éléments sont typiquement, entre guillemets, Yayoi ou Kofun, et quels éléments on retrouve à cette période aussi en Chine et en Corée, et comment les Japonais se les sont appropriés et les ont réadaptés pour créer quelque chose d'original. Voilà, ça c'est ma spécialité de doctorat. Par extension, quand on arrive en doctorat, on a une culture effectivement monstrueuse. En plus, moi, avant de me spécialiser sur l'Asie orientale, donc je suis spécialiste du Japon, Yayoi Kofun, mais évidemment tout le Jomon, je peux vous en parler comme ça a cappella pendant 3 heures. La Chine, la Corée obligatoirement, et puis j'ai quelques connaissances générales, oui, sur toutes les steppes d'Asie du Nord, etc., sur l'Asie centrale, mais de par mes études, je peux vous parler aussi beaucoup de l'Europe, puisque dans les universités françaises, moi j'ai étudié l'archéologie européenne, donc je suis très calée sur le néolithique européen, l'âge du bronze, l'âge du fer, qui reste vraiment ce que je préfère comme période, que ce soit pour l'Asie ou que ce soit pour l'Europe. Et sinon, les pratiques funéraires, qui est ma spécialité, donc c'est une discipline transversale, qui donc peut s'appliquer aussi bien à un cimetière médiéval qu'à une tombe Kofun. C'est les mêmes principes de base, et après il faut s'adapter à la période dans laquelle vous êtes, le pays dans lequel vous êtes, donc vous travaillez aussi avec d'autres spécialistes, le spécialiste des céramiques, le spécialiste de l'architecture, le spécialiste des bijoux du Moyen-Âge, le spécialiste des armes au Moyen-Âge que vous allez retrouver dans la tombe, etc., etc. Mais oui, je peux vous parler de plein de choses. J'ai hésité à faire une chaîne généraliste sur l'archéologie, parce que j'ai aussi plein de choses à dire. Il y en a des très bonnes, donc j'ai choisi l'Asie pour pouvoir me démarquer et que vous soyez là à me regarder. Voilà. Tu enseignes en France à distance ou au Japon, comme je me souviens que tu es basé là-bas? Non, je suis pas basée au Japon. J'ai vécu au Japon jusqu'en 2020 et je suis revenue en France pour des raisons personnelles. Donc j'enseigne en France, en présentiel dans un lycée professionnel, et je suis basée en France. Voilà. As-tu le temps de faire encore de la recherche à côté de ton travail et de la chaîne?
Et si non, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais maintenant que ton emploi va probablement s'alléger avec la fin du concours? Alors, non, je n'ai plus le temps pour l'instant. D'ailleurs, ça fait pas mal de temps que je n'ai plus le temps parce qu'entre les concours à passer, et donc comme je vous ai expliqué, hein, tous ceux que j'ai réussi, enfin tous les concours que j'ai passés, je les ai réussis quasiment, et ça n'a pas débouché sur un emploi. Donc du coup, ça fait au moins 3 ans que je galère pour me poser. Donc là, je suis posée. Non, maintenant que j'ai eu mon concours, mon emploi du temps ne va pas s'alléger parce que cette année je suis stagiaire, donc prof débutante, et donc faire des cours, préparer des cours, ça me prend du temps, et que pour vraiment être à l'aise et commencer à tourner, à se dégager du temps, un petit peu de temps pour soi, on va dire, quand on est prof, il faut 3 à 5 ans. Et ensuite, vous allez récupérer d'autres responsabilités comme prof principal, etc. Donc de toute façon, vous n'avez jamais le temps. Donc là, pour l'instant, j'ai à peu près le temps de faire la chaîne un petit peu. Je vais essayer de faire une vidéo toutes les 3 semaines. C'est mon défi de l'année. J'ai pris un petit peu d'avance pendant les vacances d'été pour vous concocter des choses. Mais là, je commence déjà à me faire grignoter sur le timing. Donc bon, je vais vraiment essayer. Si 3 semaines, j'y arrive pas, ça sera une fois par mois. Et effectivement, j'aimerais beaucoup recommencer à faire de la recherche, mais là, ça va prendre du temps parce que pour moi, mes élèves, être professeur au lycée, c'est même si j'avais besoin de stabilité dans ma vie, c'est pas qu'une raison économique et stabilité. Je suis très sérieuse dans ce métier, j'y tiens et mes élèves passent avant tout, donc je fais d'abord mes cours, etc. Et sur le temps qui me reste, ça sera d'abord la chaîne, et puis le reste après. Mais je pense que j'y arriverai, j'aimerais pouvoir écrire des choses aussi, des livres ou ce genre de choses, tirer quelque chose de ma thèse. En revanche, si vous avez besoin d'une conférencière ou d'une chargée de cours à l'université spécialiste de la préhistoire et de la protohistoire du Japon, je vous en prie, contactez-moi.